Alors nous nous retrouvons donc cet après-midi en fait pour ce qui constituera l'un des temps forts de cette université d'été, puisqu'il s'agit d'un débat contradictoire, avec deux intervenants donc sur le thème de la logique transhumaniste. Alors les deux intervenants, je vais les présenter en fait l'un après l'autre, et Laurent Alexandre qui est à ma gauche ira au pupitre pour un propos limité en fait de 10 minutes. Et ensuite sera suivi Tugdual Derville, qui est à ma droite, en fait, lui succédera en fait au pupitre, et ensuite il y aura un échange de 40 minutes à peu près entre ces deux intervenants. Alors donc présentation donc, de Laurent Alexandre. Vous êtes chirurgien urologue, donc médecin, et vous avez trouvé le temps d'ajouter à ce cursus qui est déjà chronophage des études de médecine 3 autres diplômes, Sciences Po, HEC et l'École nationale d'administration. Donc, médecine, HEC, l'ENA, on comprend que vous avez une certaine curiosité intellectuelle. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, fondateur du site internet Doctissimo en 1999. Vous avez créé depuis une quinzaine de start-up dans le domaine de la high-tech. Vous êtes également essayiste et depuis la parution de votre livre La mort de la mort en 2011, les médias vous présentent volontiers comme un spécialiste du transhumanisme en France. C'est vrai, mais il faut dire que vous ne vous posez pas en prophète, mais plutôt en expert, en observateur avisé. Vous ne manquez jamais de souligner que l'allongement de la vie, favorisé par les biotechnologies, pose des problèmes à la fois philosophiques, psychologiques et politiques. Le risque, avez-vous écrit, serait que nous nous laissions embarquer dans un changement d'humanité sans y réfléchir. Vous déplorez que les politiques n'aient pas pris la mesure de ces défis, et c'est ce débat, peut-être même ce combat à venir qui vous intéresse, et qui intéresse évidemment cette université d'été. À ma droite, Tugdual Derville. Tugdual Derville, on peut vous présenter comme un lanceur d'alerte. Il y a plusieurs années déjà que vous avez mis l'accent sur l'écologie humaine. Je me souviens d'ailleurs que c'était à l'occasion en fait, d'une manifestation contre la loi Taubira. Vous y êtes revenu cette année dans un essai, Le temps de l'homme, où vous proposez donc l'écologie humaine comme une réponse, je vous cite, à l'absolutisme technologique, à la vacuité consumériste et au défi des repères et au déni des repères culturels et naturels, sujet que nous évoquerons dans le débat qui va suivre. Cette attention à l'homme au plus fragile, vous la cultivez là aussi depuis longtemps. Vous avez fondé à l'âge de 24 ans le mouvement À bras ouverts, qui accueille des enfants et de jeunes handicapés. Vous avez aussi travaillé auprès des personnes âgées au sein de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Vous êtes depuis 1994 le délégué général d'Alliance Vita, une association qui se bat pour le respect de la vie et de la dignité humaine, particulièrement des plus vulnérables. En 2013, vous avez fondé le Courant pour une écologie humaine avec Pierre-Yves Gomez et Gilles Hériard-Dubreuil. Vous êtes reconnu comme un expert sur les sujets de société liés à la bioéthique, à l'accueil de la vie ou à la fin de vie. Vous avez d'ailleurs été auditionné plusieurs fois par le Parlement sur ces dossiers. Voilà, après cette brève présentation, je cède la parole à Laurent Alexandre pour un propos liminaire donc sur le transhumanisme auquel succédera Tugdual Derville avant que ne débute notre débat contradictoire. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, alors même que mes enfants n'étaient pas du tout d'accord pour que je vienne. Et je leur ai expliqué que vous n'étiez pas ce que les médias disent de vous. D'ailleurs, si vous étiez la caricature que les médias donnent, vous n'inviteriez pas quelqu'un qui est aussi favorable au mariage gay que je le suis à venir discuter en ce dimanche après-midi. Je pense que de tous les mouvements sociétaux qui s'intéressent à notre futur, vous êtes le moins sectaire.
Alors j'ai vu qu'on a oublié de mettre les adresses Twitter. Mon adresse Twitter, c'est @dr_l_Alexandre. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui parce que finalement, il y a très peu d'endroits en France où l'on parle du futur. Il y a très peu d'endroits en France où l'on parle des sujets importants. Et qu'est-ce qui est plus important pour notre futur que la définition des limites que nous allons donner à notre humanité, de la définition demain de notre dignité, dans le maelstrom technologique qui est en train de nous heurter. Pendant que les politiques discutent à 15 jours sur des enjeux qui n'ont aucun intérêt, vous êtes l'une des rares enceintes où l'on parle du futur à 50 ans. En tant qu'opposant à vos positions sur le mariage gay, je suis un fan de votre militantisme sur le futur. Je suis un fan de votre intérêt pour les enjeux éthiques. Et j'admire beaucoup ce que vous faites. Alors, rentrons dans des sujets peut-être plus conflictuels. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à partir des années 2000, le développement des technologies NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences du cerveau, ont commencé à rendre possible l'impossible. Et qu'une idéologie, le transhumanisme, s'est opposée à notre vision traditionnelle judéo-chrétienne. Nous avons été bercés en tant qu'héritiers des religions du livre par la mystique des limites. C'est Babel. Il ne faut pas heurter la transcendance, il ne faut pas narguer Dieu. Il faut accepter notre condition d'humain, petite chose créée par Dieu et qui retournera en poussière lorsque la transcendance l'aura décidé. Et voilà qu'il y a une quinzaine d'années, surgit de la Silicon Valley, avec la puissance des nanobiotechnologies, le transhumanisme. Terme inventé en 1957 par le frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Voilà que les transhumanistes proposent de démanteler les impossibles, de tuer les limites. Or, nous sommes, en tant qu'héritiers des religions du livre, construits dans notre psyché par les limites et l'impossible. Non, nous dit le livre, nous ne pouvons pas tout. Oui, nous disent les transhumanistes, nous pouvons tout. Il y a là un conflit idéologique, politique, sociétal absolument majeur. Et oui, j'admire vos prises de position bioéthiques, non pas sur le fond, mais sur la forme, le fait que vous soyez à l'épicentre du futur. Mais non, sur le mariage gay, j'ai du mal à vous suivre. Parce que le mariage gay, c'est de la bibine. D'abord, 90% des gens dans cette salle seront favorables au mariage gay en 2030, comme vous êtes devenus favorables au Pax, puis à la pilule, puis etc. Vos ancêtres, pas vous, bien sûr. Vous me laissez exprimer un pronostic ? J'amène le champagne en 2030 si ça n'est pas le cas. Dom Pérignon. Toute plaisanterie mise à part. Mais ça marche pour le champagne. Vous voyez bien que le transhumanisme est violent pour nous, dans notre civilisation européenne, alors qu'elle est beaucoup moins violente, par exemple, en Chine. On le voit sur un seul chiffre. 13% seulement des jeunes Français souhaitent utiliser les technologies génétiques lorsqu'elles le permettront pour augmenter le quotient intellectuel de leur bébé. Seulement 13%. Un jeune couple sur 6, sur 7.
50% des jeunes Chinois souhaitent utiliser la thérapie génique pour augmenter le QI de leur bébé. Un jeune couple chinois sur 2 veut utiliser les nouveaux outils de modification des chromosomes pour avoir des bébés plus intelligents. Nous voyons bien que notre culture est fondamentalement moins transhumaniste que la culture de la Silicon Valley ou de la Chine. Que nous propose le transhumanisme? Il nous propose de supprimer toutes les limites de notre condition humaine. Et en disant ça, je ne dis pas que j'approuve cette prise de position démiurgique. Mais c'est un courant nouveau, en pleine expansion, parce que c'est une promesse de toute puissance. Nous sommes face à une idéologie démiurgique qui utilise les capacités exponentielles de la science pour nous donner tout ce que notre psychopathie demande. D'abord, ne pas mourir. C'est la première chose que les transhumanistes nous promettent, et on voit bien dans la création des différentes sociétés, notamment Calico par Google, cette volonté des géants de la Silicon Valley de tuer la mort. Or, la mort est fondamentale pour nous avec les racines religieuses et culturelles que nous avons. Certes. Mais vous savez qu'il y a un continuum entre l'univers grec et l'univers judéo-chrétien. Supprimer la mort par la génétique, les implants, les organes artificiels, etc. Augmenter nos capacités, sélectionner nos bébés, augmenter les capacités de nos bébés. Et dans l'exemple chinois, vous voyez bien que nous sommes contre, mais ils sont pour. L'enhancement, comme disent les anglo-saxons, est au cœur de la profession de foi transhumaniste. Ça va être compliqué d'expliquer qu'il vaut mieux rester mortel, tout petit, moche, malade, vieillissant, si la technologie permet de l'éviter. Ça va être vachement compliqué. Je ne dis pas que c'est bien d'accéder au fantasme de toute puissance de la Silicon Valley. Je dis que refuser va être vachement compliqué. Et qu'en tant que médecin, je peux vous dire que les cancéreux en phase terminale, la dernière semaine, ils sont prêts à tout accepter pour vivre plus longtemps. Et si les transhumanistes amènent des technologies permettant de guérir ou de lutter contre le cancer plus efficacement, les gens avaleront la profession de foi transhumaniste parce que tout le monde préfère être transhumain que mort. À quelques exceptions près, très minoritaires, et comme dirait Audiard, il y a des poissons volants, mais ça n'est pas l'espèce la plus répandue. Troisième axe, évidemment, bouleversant, et c'est ce qui vous amène ici, c'est la technomaternité. Nous sommes en phase d'industrialisation de la naissance et de la conception. Regardez la pilule, le planning familial, le traitement par fécondation in vitro et autres techniques, des infertilités. En 1850, un couple sur 7 en France ne pouvait pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, presque tous les parents, grâce aux nouvelles techniques, peuvent avoir des enfants. Le dépistage de la trisomie 21, quoi qu'on en pense, et puis maintenant de tout le screening général de l'ADN des bébés, la modification de l'ADN des bébés, la sélection des embryons, les bébés à 3 parents, 2 mamans, 1 papa, qui ont été autorisés pour des raisons thérapeutiques médicales en Angleterre et qui seront autorisés en France de la même façon pour éviter des maladies très graves. Les travaux de Church à Harvard aux États-Unis pour faire des bébés sans ovules avec 2 spermatozoïdes. L'utérus artificiel, qui n'est pas là avant 2060-2080, mais nos petits-enfants connaîtront l'utérus artificiel. Tout cela est bouleversant et pas seulement pour les bioconservateurs. Et le terme n'est pas péjoratif. Heureusement qu'il y a des bioconservateurs face aux idéologues démiurges. Heureusement qu'il y a des gens pour poser des questions et que nous n'évaluons pas le toboggan transgressif de la Silicon Valley sans réflexion. On peut être en désaccord sur certains points, et je pense que vous déconnez à plein tube sur le mariage gay,
Mais en tout cas, nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des enjeux éthiques majeurs et que la classe politique et la société civile sont irresponsables de ne pas s'en préoccuper et que le débat est nécessaire. Les transhumanistes nous proposent aussi le développement accéléré de l'intelligence artificielle, de la robotique, avec des conséquences que vous devriez regarder. À partir du moment où on peut créer de l'intelligence à partir du silicium, il y a une guerre des cerveaux, une concurrence entre les neurones et l'intelligence artificielle, qui est un argument de plus pour faire de la transgression neurotechnologique. Pour éviter d'être vassalisé par l'intelligence artificielle, la Silicon Valley propose maintenant d'implanter des microprocesseurs dans notre cerveau. Le 2 juin dernier, Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, je vois que vous n'avez pas tous des Tesla, le fondateur des automobiles Tesla disait qu'il est urgent d'hybrider notre cerveau avec des composants électroniques pour éviter que nous devenions les animaux domestiques de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle vous concerne parce qu'elle va être le cheval de Troie de l'augmentation cérébrale par les neurotechnologies. Dernier point, moins problématique sans doute pour vous, le dernier courant du transhumanisme, c'est l'exploration spatiale. Tesla, le patron de Tesla, Elon Musk, est en train de préparer des fusées pour aller sur Mars. J'espère qu'elles exploseront moins que celle qui a explosé la semaine dernière. Vous voyez que, où que l'on se tourne, les transhumanistes nous proposent de supprimer nos limites, limites dans l'espace, limites dans le temps, limites par rapport à la mort, limites par rapport à l'enfantement, limites par rapport à la maternité, limites par rapport à la création de la vie qui devient une industrie. C'est en cela que je pense qu'il est important de ne pas attraper la proie pour l'ombre et que le vrai sujet n'est pas le mariage gay. Et d'ailleurs, je pense que si le mariage gay vous traumatise, il vaut mieux vous flinguer tout de suite avec ce qui arrive dans les 50 ans qui viennent. Car je le répète, le mariage gay, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive et qui pose des vraies questions. Donc, fondamentalement, la réflexion par rapport au transhumanisme, c'est une réflexion par rapport aux limites. C'est une réflexion, une dialectique par rapport au possible et l'impossible. Et contrairement à ce que vous pensez, cette démarcation entre bioconservateurs et transhumanistes, elle ne passe pas entre un groupe d'hommes et un autre. Elle passe à l'intérieur de notre cerveau. Nous sommes tous à certains degrés transhumanistes et transgressifs. Si nous avons un enfant myopathe, nous accepterons plus facilement que d'autres les thérapies géniques. Si nous avons un parent Alzheimer, nous accepterons dans le futur davantage des thérapeutiques transgressives agissant sur le cerveau. Et on pourrait multiplier les exemples. Ce débat ne fait que commencer. Ce débat n'est pas un débat manichéen, c'est un débat de fond, c'est un débat très compliqué. Ma conviction, c'est qu'il va être compliqué de réguler toutes ces technologies, car ces technologies, nous en profitons. Et je remarquerai que la technologie la plus transgressive du moment, le cœur artificiel, car changer le cœur, c'est quand même extraordinairement transgressif, n'a entraîné aucune manifestation de votre part. Personne de la Manif pour tous n'a manifesté devant le ministère de la Santé pour demander l'interdiction du cœur artificiel. Et pourtant, changer notre cœur biologique pour un cœur électronique, c'est déjà être transhumaniste. Je vous remercie. Laurent Alexandre, merci. Merci en fait de cette franchise. Pardon. Merci en fait surtout de la pertinence en fait du diagnostic et qui nourrira justement le débat avec Tugdual Alderweireld qui va vous succéder soit au pupitre, soit sur la scène. Par esprit de provocation, je vais me mettre au pupitre. D'accord. Tu es un peu conservateur. Non, discipliné pour... Je suis très heureux de débattre avec Laurent Alexandre et animé par Fabrice Madouas sur effectivement, et je le rejoindrai, le sujet absolument majeur de notre temps qui est posé aujourd'hui à l'homme. Qui est l'homme?
et qu'allons-nous devenir? Et j'ai entendu cet hommage rendu aux sujets qui nous ont mobilisés. Pour ma part, quand j'ai parlé d'écologie humaine sur le podium du 13 janvier 2013, c'est à cause du transhumanisme. Parce qu'à partir du moment où on promet à deux personnes qui ne peuvent engendrer qu'elles pourront se voir attribuer le statut de parents de cet enfant, avec une filiation artificielle escamotant soit l'homme, soit la femme, soit le père, soit la mère, alors se profile effectivement un autre statut de la personne humaine. Et c'est notamment, je crois, désormais, et un des enjeux majeurs de notre future mobilisation, la gestation par autrui. C'est pour moi le sujet qui est absolument majeur et où la France a une part très importante à jouer. Est-ce que l'être humain, la femme, l'enfant vont être traités comme des objets qu'on loue ou qu'on achète, qu'on vérifie, qu'on trie, pardonnez-moi, qu'on jette, qu'on traite comme des déchets? Ou est-ce que nous serons encore capables de considérer chaque être humain, homme, femme, enfant, comme des sujets qui se reçoivent et ne sont pas programmés? Et donc, là où j'ai un point, bien sûr, de distinction, c'est que je pense que ces sujets qui nous mobilisent sont absolument emblématiques de la bataille du moment qui prépare celle de l'avenir. J'ai fini par dire « Bienheureuse loi Taubira qui nous valut un tel mouvement social pour poser ces questions à la société quand, Laurent Alexandre l'a dit, trop de nos décideurs les passent par perte et profit. » Donc, qui est l'homme? Et la logique transhumaniste, c'est pour moi une idéologie transhumaniste essentiellement aujourd'hui. Et c'est cette posture idéologique que, dans mon intervention liminaire, je voudrais souligner. Avec comme question de fond, le faisable est-il souhaitable? Cette question se pose à chaque instant de notre vie. Je peux faire beaucoup de choses, plus ou moins douloureuses, difficiles, contestables, parfois criminelles. Le faisable est-il toujours souhaitable? Et aujourd'hui que nous sommes, nous, humanité, dotés de pouvoirs exorbitants, extrêmement importants, magnifiques d'un certain côté, grâce à la progression de notre industrie et désormais des biotechnologies, c'est alors qu'il nous faut effectivement un surcroît de sagesse et même d'humilité pour renoncer à confondre le faisable avec le bien. Parce que si nous confondons aujourd'hui le faisable avec le bien, alors tout est possible et l'homme devient sa propre victime. 4 points. Il y en aurait beaucoup, mais j'essaie de faire un tri dans le foisonnement de cette matinée. 4 points. D'abord, effectivement, la logique ou l'idéologie transhumaniste est une révolte prométhéenne, à la fois classique et totalement inédite. La révolte prométhéenne, c'est l'homme qui refuse de consentir à son humanité. Effectivement, qui renonce ou qui pense devoir échapper à ses limites. Moi, j'en vois 3. Un corps sexué, le temps compté et la mort inéluctable. Voilà, 3 limites, que certains diront dures limites, qui sont à bien des écarts, je le conçois, frustrantes, mais qui sont aussi comme la technique d'un peintre, d'un artiste, comme sa toile, comme le cadre dans lequel il va agir, le lieu même qui est la condition de notre liberté. Pour moi, sans limite, il n'y a plus de liberté. Avec ces dures et douces limites, et y compris avec la perspective de la mort corporelle, le fait de pouvoir dire nous sommes mortels, voilà quelle est la condition même de notre liberté, voilà quel est le moteur justement de nos actions et de notre volonté de transformer le monde qui est si belle. Hannah Arendt disait que la mortalité est le cachet même de l'humanité. Et donc révolte prométhéenne pour risquer au fond de supprimer l'homo sapiens basique que nous sommes, avec son corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable, pour échapper à cette humanité au profit du cyborg, l'organisme cybernétique, avec le risque désormais, je paraphraserai, ou plutôt j'interpréterai les analyses de René Girard, vous savez, sur le bouc émissaire, que l'humanité elle-même devienne le bouc émissaire de nos frustrations d'être ce que nous sommes. Et je le vois bien dans nos services d'écoute, je vois à Alliance Vita ou ailleurs, où des personnes désormais ont des revendications, je dirais, impossibles, liées à ce qu'elles ont cru qu'il était possible et qui finalement cherchent à échapper à elles-mêmes, à fuir d'elles-mêmes pour un fantasme, une illusion de toute puissance qu'on leur a vendue, avec à la clé beaucoup de souffrance.
Et vous évoquiez tout à l'heure, mais je m'étais promis de ne pas rebondir sur l'intervention de mon prédécesseur, je ne vais pas le faire, parce que sinon ce n'est pas fair play. Voilà, donc une révolte prométhéenne. Et la question derrière, c'est qui commande qui? Est-ce que ces machines dans lesquelles nous serions prêts à livrer notre identité, nous allons les maîtriser, ou effectivement est-ce qu'elles vont, elles, nous maîtriser et nous dominer? Et la question se pose déjà pour celle que j'ai en poche, enfin je l'ai laissée là-bas, mon smartphone, qui est le lieu à la fois de mon extension, mais aussi de mon aliénation, qui est le lieu de mon déploiement, mais aussi de mon raboucrissement, qui est le lieu de ma liberté partiellement, mais aussi celui de mon esclavage. Deuxième constat, derrière celui d'une révolte prométhéenne qui s'apparente au mythe d'Icare, c'est un constat d'un réductionnisme. Je pense, j'en suis persuadé, que l'idéologie transhumaniste est un réductionnisme neurologique, qui croit que l'être humain est limité à son cerveau, qui croit que l'être humain n'est rien d'autre que la résultante d'équations biochimiques, aussi complexes soient-elles, et qui sont donc dépassables, qui croit que la conscience naît de la matière. Et ça ne date pas d'hier que des scientifiques se sont trompés en croyant avoir résolu l'énigme de l'univers, notamment celui de la vie. Je pense notamment aux vers de farine. Vous connaissez peut-être cette longue controverse sur la génération spontanée des vers de farine dans la farine, mais on a découvert plus tardivement que les œufs des vers de farine étaient grands comme un grain de farine et qu'il n'y avait pas naissance à partir de la farine d'un coléoptère, d'une larve de coléoptère. Même chose pour le champignon. On a longtemps pensé, des scientifiques du siècle dernier ont argumenté en pensant que le champignon naissait du substrat qui le nourrit, jusqu'à découvrir bien plus tardivement les spores du champignon. Et là, aujourd'hui, on est en train de penser que le mystère de l'homme est réductible à des équations biochimiques, comme si la conscience naissait de la matière, comme si l'homme, mettant le doigt sur la vie, allait faire surgir la conscience. Et je pense que c'est, pardonnez-moi, une forme de naïveté. Je pense aussi que à chaque fois qu'on a pu penser et élucider ces mystères, qu'il faut bien sûr continuer de creuser, et vive la science, et vive les découvertes, et vive le progrès, on se heurte à chaque fois à la barrière de complexité. Tout est heureusement finalement encore plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Au risque d'être un peu provoquant, mais j'ai travaillé un potager cette année, je revendique de ressembler davantage à une salade qu'à un ordinateur. Pourquoi? Parce que la salade a un principe de vie assez mystérieux au demeurant. Parce que quand on les cultive, on ne sait pas pourquoi certaines se développent et pas d'autres. Certaines ont des parasites, mais d'autres, c'est vraiment un mystère. Et puis elles naissent et elles meurent, comme moi. Un ordinateur, c'est une machine. Et je revendique ce principe de vie au cœur de mon existence comme quelque chose à respecter plutôt qu'à dénier. Dans le réductionnisme dont j'accuse les tenants de la philosophie ou plutôt de l'idéologie transhumaniste, je vois aussi l'amputation délibérée de toute dimension spirituelle chez l'être humain, chez la plupart des penseurs transhumanistes. Assez frappant de voir, ils disent nous serons comme des dieux omniscients, omnipotents, nous ne mourrons jamais, enfin nous aurons pu nous créer nous-mêmes. Et là je trouve que c'est une amputation à la fois, par certains aspects, pardon de l'expression, un peu naïve, mais bien sûr extrêmement dangereuse aussi. Car justement le propre de l'homme et ce qui le différencie de l'animal, c'est que réside en lui le fort intérieur, le sanctuaire inviolable de sa conscience où sa liberté peut se déployer, y compris dans des dimensions spirituelles. Troisième remarque, ou troisième point, le transhumanisme est un eugénisme. Et en lisant avec attention le dernier livre de c'est pas Jules Ferry, Luc Ferry, je revendique c'est trop de mémoire aussi. C'est un eugénisme. Je vois qu'il dit, au fond, personne ne proteste sur la question de l'eugénisme. Moi, je proteste de toutes mes forces contre l'eugénisme qui fracture et blesse notre société. Ma vie a basculé dans la rencontre avec des enfants lourdement dépendants, porteurs de handicaps mentaux et physiques associés. Et j'ai découvert, en les rencontrant, à quel point la dignité humaine était intacte dans ces personnes, à quel point ces personnes étaient pour moi des maîtres en vie, à quel point leur fréquentation, leur amitié était pour moi une école d'anthropologie, tellement il était majeur d'assumer ma vulnérabilité, mes faiblesses, y compris
y compris mes trous de mémoire. Et c'est d'ailleurs assez emblématique d'imaginer que la mémoire va être transférée dans des disques insérés dans le cerveau, dans des systèmes de connexion qui vont je ne sais quoi. Alors qu'en réalité, nous le savons, notre mémoire agit par réminiscence, par occultation, par refoulement, par un travail auquel nous pouvons consentir en lui faisant confiance. Et heureusement que je ne suis pas encombré, à l'instant où je vous parle, de tous les souvenirs, y compris d'hier et d'avant-hier. Heureusement qu'il y a ce travail mystérieux de la personne avec sa mémoire qui fait qu'entre mes neurones et moi, il n'y a pas une identité absolue. Il y a une relation qui demeure mystérieuse. Je parlerai de l'incommunicabilité de chaque être humain. S'il y a une singularité, ce n'est pas le point de singularité à venir où l'homme aura enfin créé une créature capable de le dépasser, de devenir à son tour dominatrice sur je ne sais quelle nature. S'il y a une singularité, c'est en chacun d'entre nous. Singularité biologique, singularité d'enracinement, à la façon dont Simone Weil, le philosophe, parle de nos multiples enracinements qui nous permettent de nous déployer, et singularité aussi de notre histoire personnelle. Et enfin, dernier point, il y en aurait bien d'autres, mais je crains fort effectivement que le transhumanisme soit déjà un totalitarisme. C'est-à-dire une façon élitiste, peut-être égotique et narcissique, de percevoir notre bonheur, comme si nous devions nous prendre la barre de notre corps, comme si nous était fait injonction de nous créer nous-mêmes plutôt que de nous recevoir. Et c'est tout le risque. Je pense à Yann Moix, par exemple, dans son roman Naissance, quand il parle de la naissance qui serait devant nous, il faudrait s'affranchir de ses gènes et de ses géniteurs. Seul, dit-il en substance, une huître ou une grenouille est condamnée à être enfant de ses parents, et nous devrions couper tout cela, bien au contraire. Je crois que notre véritable liberté, c'est de ne pas être des hommes et des femmes hors sol, mais d'être reliés, d'être enracinés, et de nous enraciner de telle sorte que nous récusions toute forme de fracture anthropologique où une part de l'humanité s'échapperait de l'autre part pour devenir des surhommes, rendant avec une forme de mépris pour la faiblesse et de rejet des plus fragiles qui resteraient hackés. Et pour terminer, je pense qu'effectivement, il y a un défi majeur qui nous est posé, et il est magnifique. Nous sommes devenus très puissants, et on peut entendre comme un cri, qu'est-ce que tu fabriques ? Un cri que les parents disent parfois à leur enfant. Qu'est-ce que tu fabriques ? Cette machine que tu fabriques, est-elle pour le bien ? Est-elle pour le mieux, le bon et le vrai ? Ou comporte-t-elle de tels risques qu'il faut parfois avoir l'humilité de se priver de l'utilisation dans tel ou tel domaine de ces potentialités ? Voyons le débat autour du nucléaire, c'est typique. Dans quelle mesure peut-il nous donner des avantages des attraits, des outils positifs pour nos vies, dans quelle mesure peut-il anéantir la planète elle-même ? Voilà. Je crois que ce mystère de l'homme, c'est cela, je crois qu'il faut préserver du fantasme transhumaniste, et il réside justement dans ce fort intérieur à protéger, et on va peut-être en débattre. Merci. Merci, merci à nos deux débatteurs en fait qui ont déjà placé la barre très haut. Je vois en fait qu'au-delà des divergences, il y a quand même en fait des points d'accord. Il y a une réflexion effectivement à conduire sur les limites. Il y a une réflexion à conduire en fait sur la nature humaine, et ça, c'est une réflexion en fait qu'on aura au cœur du débat. Mais j'aimerais en fait, Laurent Alexandre, vous avez évoqué en fait certains des acteurs en fait de cette révolution entre guillemets transhumaniste. Vous avez parlé en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, à la fois de la Silicon Valley, mais également en fait de la Chine. Et on peine à imaginer en fait que dans deux civilisations aussi différentes en fait que la civilisation américaine ou que la civilisation chinoise, il y ait finalement en fait des points de convergence sur le transhumanisme. La question en fait que je voudrais poser en fait peut-être à Laurent Alexandre d'abord et Tugdual Derville en fait pourra compléter, mais qui sont les acteurs en fait de cette révolution transhumaniste, et au-delà des exemples même que vous avez donnés, qu'est-ce qu'il nous prépare réellement en fait dans les laboratoires, qu'on ait une idée un peu précise de ce qui nous attend. Alors, le transhumanisme, c'était une idéologie totalement confidentielle, avec quelques foufous, pas mal de drogués au LSD. Pourquoi il marche pas ?
Entendez mieux? Transhumanisme était une idéologie. Une idéologie très marginale avec quelques oiseaux imprégnés au LSD qui racontaient des conneries sur l'homme cyborg, sur les robots, etc. Et le tournant, c'est entre 1995 et 2001. On commence à voir apparaître les technologies qui maintenant sont assez communes autour des sciences du vivant, des sciences du cerveau, de la robotique, de l'intelligence artificielle, qui accréditent l'idée finalement que l'idéologie transhumaniste pourrait déboucher sur des réalités. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les patrons des grandes entreprises de la Silicon Valley, pour beaucoup d'entre eux, sont transhumanistes. C'est notamment le cas chez Google. La quasi-totalité des dirigeants de Google sont transhumanistes. C'est pour ça que Google a lancé une boîte pour tuer la mort. Ce qui aurait semblé complètement con, complètement absurde il y a 20 ans. C'est toujours choquant, tellement nous sommes habitués à mourir. Mais ça paraît moins fou que ça aurait paru il y a 20 ans. Donc on a un double mouvement de réalisation technologique et de constitution de conglomérats technologiques, financiers autour de ces technologies, qui finalement a rendu le transhumanisme plus célèbre. Et si on en parle cet après-midi, c'est que ça n'est plus une idéologie confidentielle. Tout le monde voit les progrès de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entre vous ont un smartphone. Alors, j'ai pu remarquer qu'à la Manif pour tous, vous avez des très vieux smartphones. Et je pense que vous devriez en changer. Vos voisins de table. Et mes voisins de table, s'ils avaient des téléphones de la guerre de 14. Donc, des puissances financières qui diffusent l'idéologie transhumaniste, des progrès technologiques foudroyants dans le domaine des sciences du vivant, des sciences du cerveau, les premiers chromosomes fabriqués en éprouvette, Church Harvard qui se propose de fabriquer des cellules sans papa, sans maman, c'est-à-dire en fabriquant artificiellement les chromosomes. On pourrait multiplier les exemples des transgressions technologiques qui finalement font dire aux gens, les transhumanismes n'ont peut-être pas philosophiquement raison, mais ils ont techniquement raison, l'homme peut tout. Et l'argument de mon ami Derville, selon laquelle tout ça est réductionniste et sympathique, mais ce n'est pas vrai. Les progrès technologiques sont stupéfiants. De dire que les scientifiques transhumanistes sont réductionnistes et qu'ils ne vont pas y arriver, c'est se tromper de combat. Ils vont y arriver. Il y a un très bel article du New York Times du 29 juillet 1997, dans lequel l'auteur se gausse de l'intelligence artificielle. IBM venait de gagner contre Kasparov au jeu d'échecs. Et ils disent, oui mais le jeu d'échecs c'est fastoche. Jeu de Go, je sens. C'est fastoche. Le jeu de Go, dans 2 siècles, l'ordinateur ne battra toujours pas l'homme au jeu de Go. Et les gens qui pensent le contraire sont des réductionnistes. Ouh. Comme vous savez, 19 ans plus tard, cette année, l'homme a été écrabouillé au jeu de Go. Donc il ne faut pas se tromper de combat. La technologie va tout pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on peut tout qu'on doit tout se permettre. Mais c'est un autre sujet. Ne vous protégez pas derrière la complexité du vivant et de l'âme et de la conscience. On va tout pouvoir. Le vrai combat n'est pas de savoir si on va tout pouvoir. Le vrai débat, c'est de savoir ce qu'il est légitime d'accepter, ce qu'il n'est pas légitime d'accepter. Où sont les lignes rouges éthiques? Et c'est vachement dur. Parce que les lignes rouges éthiques, elles bougent dans le temps. Si nous avions des valeurs fixes, ce serait fastoche de débattre. Il y aurait d'un côté le bien, de l'autre le mal. D'un côté le bien, de l'autre les méchants. Le problème, c'est que nos normes éthiques, elles bougent énormément. Je vais prendre un exemple caricatural pour vous montrer à quel point nous pouvons changer de normes éthiques. Dans les années 50 et 60, on a fait énormément de lobotomie en Amérique du Nord. C'est-à-dire couper le cerveau en 2. On faisait un trou, on passait par l'orbite et on coupait les 2 lobes avec un petit instrument.
C'est une opération que, par exemple, a eue la sœur du président Kennedy parce qu'elle couchait trop avec des garçons. Et tout le monde trouvait ça normal. Au Canada, on a même fait des lobotomies pour les garçons qui se masturbaient trop. Couper le cerveau en deux parce que des garçons se masturbaient trop. Et tout le monde trouvait ça bien. Monsieur le curé, l'instituteur, le ministre de la Santé, le directeur de l'hôpital, le pédiatre. Aujourd'hui, on trouve ça scandaleux. Inversement, le cœur artificiel en 1950, il serait monté au cocotier. Et aujourd'hui, on trouve ça tout à fait acceptable pour l'immense majorité d'entre nous. Donc, c'est compliqué de savoir où est la ligne rouge éthique parce que la ligne rouge éthique, elle bouge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sanctuaire intangible qu'il ne faut pas toucher. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que moi, en tant que citoyen, j'ai du mal à savoir ce qui est du côté du bien de façon définitive pour les 50 000 prochaines années, ce qui est du côté du mal. J'ai du mal à savoir ce que nous penserons dans le futur, ce que seront nos normes éthiques dans le futur. D'ailleurs, si on reprend le sujet du mariage gay, 30 secondes, le Pacs était diabolisé et aujourd'hui au moins 95% des Français y sont favorables. La pilule, une majorité de Français étaient contre. Aujourd'hui, l'immense majorité des Français sont favorables. Vous voyez bien qu'on change assez vite de normes éthiques et donc il ne faut pas, d'un autre côté, dire tout ça est relatif et donc il n'y a pas de ligne rouge. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est un exercice difficile de déterminer les lignes rouges, il ne faut pas se tromper. Et que parmi ce qui nous semble dégueulasse aujourd'hui, il y a pas mal de choses que nous ou nos enfants nous trouverons formidables en 2040. Anatole France disait « La barbarie, c'est l'état de la civilisation actuelle, et c'est ce qui, c'est pas exactement ça la formule, mais et c'est ce qui diffère de nos normes actuelles, et la civilisation, c'est l'état actuel des normes. » C'est un petit peu vrai. Nous trouvons que ce que nous faisons à un moment donné est bien, nous trouvons que ce qui se fera dans le futur est mal, mais entre-temps, nous aurons changé et certaines des innovations technologiques, nous les accepterons. Et je le répète, le travail pour déterminer les lignes rouges, pour savoir ce qui est acceptable dans le transhumanisme et ce qui n'est pas acceptable, est compliqué. Quand on a un enfant leucémique, de savoir s'il faut accepter les toutes nouvelles thérapeutiques qui ont guéri des enfants leucémiques en phase terminale depuis 18 mois, qui est une thérapie génique où on prend les globules blancs, on modifie les chromosomes des globules blancs pour renforcer les globules blancs et on les réinjecte à l'enfant atteint de leucémie en phase terminale et qui n'a plus aucune option thérapeutique, c'est-à-dire qu'il doit mourir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Est-ce que c'est acceptable de modifier l'ADN des globules blancs d'un enfant en train de mourir pour le sauver? C'est un sujet vachement compliqué. En tant que médecin, ma réponse c'est oui. Je comprends que certains, et pas seulement devant votre bord, c'est le cas de José Bové, expriment des réserves. Ce sont des sujets compliqués. Il n'y a pas d'un côté le bien, d'un côté le mal. Il y a des oppositions de légitimité qui sont le plus souvent tout à fait acceptables et très très compliquées à résoudre. C'est pour ça que le débat que vous avez engagé, c'est un débat pour 50 ans et pas pour 6 mois. Gardez le micro. Tugdual d'Herville, le débat en fait qu'entame Laurent Alexandre est un débat sur les valeurs et sur l'intangibilité en fait des valeurs. Au-delà du constat, de l'affirmation en fait de Laurent Alexandre, on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est dans le domaine du fantasme ou est-ce que l'humanité est réellement en fait promise au transhumanisme en fait que décrit Laurent Alexandre? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a effectivement des valeurs, une nature humaine en fait intangible, en tout cas si sacrée ou si importante, qu'on ne puisse accepter aucun des progrès scientifiques que le transhumanisme laisse entrevoir? Voilà, il a rendu l'âme. Même les micros sont mortels. Mais du coup, je risque d'avoir oublié la question, mais non.
En entendant Laurent Alexandre s'exprimer, je me disais, au fond, l'histoire de l'humanité est faite à chaque instant, j'ai envie de dire, du pire et du meilleur. Que chaque période connaît des pulsions de barbarie, des retournements. Il a fallu des siècles et des siècles pour abolir l'esclavage. Et aujourd'hui, Jacques Testard nous dit que les embryons congelés dans nos laboratoires sont les nouveaux Indiens d'Amérique de l'époque de la controverse de Valladolid. Donc je n'aurais pas une vision d'un sens de l'histoire aboutissant à toujours plus, et surtout pas une vision aboutissant à tout sera possible. Parce que ça, je pense que c'est une prophétie, elle n'est pas totalitaire au sens de la violence, mais il y a quelque chose dans l'idée que tout sera possible qui récuse toute idée de limite. Et je pense que... Oui, de limite technologique. Mais je pense que nous sommes les uns ou les autres, à chaque époque, confrontés à nos limites technologiques, à nos limites morales, à nos limites de compréhension du monde, de nos organisations sociales. Et l'enjeu est d'inventer, pour chaque nouvelle découverte, une régulation éthique. Le problème, c'est que la main manipule et que l'éthique arrive bien souvent longtemps après, et que nous jugeons effectivement des sociétés, comme nous serons jugés, sans doute, je le pense sur l'eugénisme, par les sociétés futures qui diront, quand on pense qu'à l'époque, en Chine ou en Inde, parce que c'était possible, on supprimait 40 millions de femmes avant la naissance, parce que la technologie le permettait. Nous sommes horrifiés par cela, mais on nous dira aussi peut-être, en France, on supprimait 96% des fœtus porteurs de trisomie, parce que la technique le permettait. Et que la philosophie de la société le permettait. Alors, voilà, je pense que donc nous avons un défi qui est de trouver effectivement fondamentaux anthropologiques. Moi, j'ai essayé de faire, j'en ai proposé 3 qui, je crois, sont inscrits dans nos histoires personnelles. La gestation corporelle. Je crois que c'est une atteinte extrêmement profonde à la complexité de l'être humain, à ses racines, à son histoire, à ses droits fondamentaux, que de prétendre le priver d'être hébergé dans le corps d'une femme pendant tout le temps de sa vie aquatique prénatale. Et je crois que la science ne cesse de découvrir la puissance, la complexité des interactions mère-enfant, qui rendent encore plus évidente qu'il s'agit d'une maltraitance originelle que de prétendre éclater la maternité entre plusieurs femmes et plus encore supprimer toute idée de maternité corporelle. Premier mur porteur. Et il me semble qu'on y viendra, si j'ose parler moi aussi au futur, nous viendrons à la reconnaissance de cette spécificité particulière comme un droit fondamental de l'homme d'être longuement hébergé dans le corps d'une femme dont il se reçoit spermatozoïdes, plus petites cellules du corps humain, ovocytes, plus grandes cellules du corps humain, et du coup, altérité sexuelle. Et je pense qu'effectivement, un deuxième pilier, un deuxième mur porteur de notre anthropologie, c'est le sexus. En paraphrasant Lionel Jospin, l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Et c'est la grande chance du mouvement social auquel j'ai participé, je participe encore, que de nous poser à chacun la question, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? En quoi différent? Je sens que mes mots sont hachés, je suis désolé. C'est les ondes qui ne passent pas si bien. Et du coup, je vais vite. 3e mur porteur, la famille comme écosystème durable. Et là encore, au-delà de toutes les blessures, de toutes les fractures, je pense que l'être humain naît d'une culture d'abord. Il crie, il pleure dans sa langue maternelle, éventuellement paternelle s'il a pu entendre la voix de son père, et qu'il a porteur à préserver. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire entendre? Je ne sais pas. J'ai éteint et rallumé, j'ai rebooté mon micro. Mais on peut se réjouir que la technologie soit encore légèrement défaillante, c'est plutôt une chance. Et on finirait par se parler peut-être à voix haute. Donc les 3 murs porteurs me semblent essentiels et effectivement, ils subissent aujourd'hui une déconstruction. Il y a aujourd'hui, comme je dirais, une complicité objective entre le lobby transhumaniste d'une part et tous ces déconstructeurs qui n'ont de cesse de démontrer que l'être humain doit s'affranchir de sa mère, du sexus et de la famille qui seraient, à leurs yeux, 3 lieux d'aliénation fondamentaux.
Hein, et lorsque Laurent Alexandre a dit sa position pleinement respectable, dans cette en plus, sur le mariage dit pour tous, moi je me souviens et je le montre, un certain nombre des promoteurs de mariage pour tous ont affirmé, je dirais les plus éminents et peut-être les plus conscients d'entre eux, que leur intention n'était pas de conquérir ce mariage, mais de le dissoudre. Caroline Mécari, je pense à tous ceux qui... Mais que occuper ce mariage, occuper ce lieu de l'engagement dans l'altérité sexuelle, c'était le meilleur moyen pour le faire disparaître, car il considère comme absolument injuste que des personnes s'engagent durablement et publiquement. Et donc, il s'agit d'occuper ce mot, non pas pour donner des droits à certains, même si beaucoup de ceux qui le revendiquent le pensent ainsi, il s'agit de détruire ces murs porteurs, détruire cette structuration de la société pour la transformer en ce que Zygmunt Bauman appelle la société liquide. Effectivement, à partir de cette liquéfaction de la société, on peut penser recréer un homme nouveau, mais créer un homme nouveau, c'est extrêmement dangereux, c'est une pratique totalitaire. Je prends le micro qui marche, j'espère. Le débat en fait sur la façon dont on peut encadrer ces pratiques transhumanistes a déjà été abordé en fait par Tugdual. Je voudrais peut-être qu'on le garde pour la fin. Il y a une remarque en fait de Tugdual auquel vous souhaitez sans doute répondre, à laquelle vous souhaitez répondre, qui est en fait cette continuité justement entre l'opposition en fait au mariage homosexuel et les projets en fait transhumanisme. Je pense que vous ne faites pas en fait de continuité entre l'un et l'autre. Voilà. Donc c'est sur cet engagement-là. Et bon, allez-y, et puis ensuite on débutera en fait le débat sur la façon. Je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais. Sur l'idéologie de toute puissance que permettent les nanobiotechnologies, l'intelligence artificielle, les neurosciences et le mariage gay, il n'y a pas du tout de continuité. Pour des raisons politiques et pour assurer la perpétuation de votre combat, vous avez créé un continuum qui, de mon point de vue, est artificiel. C'est mon opinion. Hein. Vous pensez le contraire, hein. Mais c'est mon opinion et j'en suis convaincu. C'est pas parce que deux gays marient qu'on dévale le toboggan transhumaniste. On n'a pas besoin du mariage gay pour dévaler le toboggan transhumaniste. On n'a pas besoin du mariage gay pour faire des thérapies géniques chez les enfants leucémiques. On n'a pas besoin du mariage gay pour modifier notre cerveau. On n'a pas besoin du mariage gay pour fabriquer des cellules en éprouvette, pour fabriquer la vie en éprouvette. Donc en réalité, ce sont deux problèmes disjoints. Je dis... Laissez-moi parler, monsieur. Voilà, laissez parler, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petites connexions, mais elles sont très ténues en réalité. Mais moi, je respecte tout à fait votre droit à combattre le mariage gay. Hein, et je vous l'ai dit, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est que je respecte votre engagement contre le mariage gay. Je ne suis pas là pour vous convaincre qu'il faut autoriser les gays à se marier. Ce n'est pas le sujet. Mais je crois que ce sont deux phénomènes disjoints. De savoir jusqu'où on peut aller et si la science va tout pouvoir, tout avec un grand T ou pas tout, c'est un problème dialectique. Tugdual, c'est très bien ce que je veux dire. Je veux dire... Pardon, Laurent Alexandre, c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait de l'homme augmenté, mais vous-même en fait disiez qu'on n'en est pas encore à l'homme augmenté, qu'on est à peine à l'homme réparé. Mais j'ai parlé sur 50 à 100 ans. Évidemment que l'homme augmenté, alors qu'il n'y a toujours pas de traitement dans l'Alzheimer, c'est pas l'étape la plus importante. Et on ne sait toujours pas guérir la myopathie. Donc on n'a pas encore réglé tout le problème de l'homme à réparer. Et effectivement, en tant que médecin, je pense qu'avant de s'occuper de l'homme augmenté, il faut vraiment s'occuper de réparer la souffrance légitime des hommes, je ne dis pas diminués, mais des hommes malades. Je me plaçais dans une optique à 50, 100 ans. Bien sûr, nous ne connaissons pas le futur technologique en détail, mais on voit bien la croissance exponentielle de nos capacités. La puissance des serveurs informatiques a fait x1 milliard en 31 ans. x1 milliard en 31 ans. Facebook fabrique 10 000 intelligences artificielles tous les 24 heures. Il y a aujourd'hui sur un microprocesseur 10
milliards de transistors. L'ordinateur le plus puissant au monde fait 92 millions de milliards d'opérations par seconde. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 11 ans. Le coût des enzymes permettant de modifier nos chromosomes a été divisé par 10 000 en 7 ans. Non, nous ne pourrons peut-être pas tout avec un grand T, mais nous allons avoir un pouvoir exponentiel et démiurgique sur notre nature physique et biologique. C'est ça que j'appelle tout pouvoir. En tout cas, c'est beaucoup pouvoir dans 50 ans. Et c'est pour ça que j'insiste sur la réflexion sur ce pouvoir démiurgique et sur la régulation de ce pouvoir démiurgique. Oui, le pouvoir que nous allons avoir sur notre nature, il est vertigineux. Et il ne faut pas le sous-estimer. De créer la vie en éprouvette, c'est vertigineux. De créer de l'intelligence sans neurones, c'est vertigineux. De créer la vie à partir de la chimie et d'ordinateurs, c'est vertigineux. De modifier notre identité biologique, c'est vertigineux. Oui, tout ceci est vertigineux et c'est un pouvoir immense. La réflexion, je répète ce que je disais tout à l'heure, la réflexion sur l'encadrement de ce pouvoir, elle va nous occuper tout au long de ce siècle. En réalité, nous n'avons pas commencé à réfléchir, car ces technologies sont très récentes. Le premier séquençage ADN, c'est 2007. Ça a 9 ans. La première grande victoire de l'intelligence artificielle sur l'homme, c'est 2016. Ça a quelques mois. Les premières enzymes permettant de couper nos chromosomes, les premières tentatives de modifier les embryons humains génétiquement, c'est 2015-2016. Ces technologies sont vachement récentes. Il n'est pas illogique que la société civile et les politiques n'aient pas encore beaucoup réfléchi. Et vous êtes finalement l'avant-garde des gens qui réfléchissaient. Et il va falloir une vision de très long terme, car le corps humain est effectivement très compliqué, donc ces évolutions technologiques ne vont pas se déployer sur 6 mois. Elles vont se déployer tout au long du XXIe et du XXIIe siècle. C'est un débat éthique de très long terme. D'habitude, la technologie n'obéissait pas aux mêmes règles. Nous avons des technologies explosives, exponentielles, mais la complexité du cerveau, de l'âme, de la conscience, de nos chromosomes est telle qu'en réalité, notre contrôle complet de ces éléments-là va prendre plusieurs décennies. Nous allons être très troublés par ces évolutions technologiques. Et ce que je vous disais tout à l'heure n'était pas de la provocation politique. Je regrette que vous soyez trop centrés sur le mariage gay parce qu'il y a des enjeux 1000 fois plus importants devant nous. Je sais bien que vous allez me répéter que quand on accepte le mariage gay, toute la pelote de laine déroule. Je pense que c'est faux. C'est mon opinion personnelle, mais je suis favorable au mariage gay, donc c'est logique que je ne pense pas comme vous. En tout cas, structurer le débat bioéthique, neuroéthique, qu'allons-nous faire de notre cerveau? Que fait-on de l'âme produite en éprouvette et sur du silicium? Comment régule-t-on tout ce qui perturbe nos racines culturelles et religieuses de façon aussi violente? C'est le débat majeur de notre génération et des 2 générations qui viennent. C'est un débat extrêmement compliqué. Oui, vous êtes l'avant-garde, vous êtes un peu par accident l'avant-garde de cette réflexion. Et c'est peut-être un peu parce que vous, par accident, vous vous êtes réunis sur un faux enjeu qui était le mariage gay, que maintenant vous allez pouvoir vous engager dans les 20 ou 30 ans qui viennent sur les enjeux majeurs que sont la régulation des sciences du cerveau et de la génétique. C'était une plaisanterie. Donc Laurent Alexandre pose évidemment en fait le débat de la régulation. Et j'aimerais en fait que on termine notre débat justement en esquissant quelques pistes. On a bien compris en fait que le débat s'étalant sur 1 siècle, 2 siècles et j'allais dire phagocytant en quelque sorte le futur, on ne va pas y répondre tout de suite. Mais au moins, vous avez parlé en fait des murs porteurs.
Laurent Alexandre, je ne veux pas lui retirer en fait ses arguments, mais a écrit en fait dans une lettre à ses enfants, dont il conclut d'ailleurs qu'ils ne la liront pas, mais il n'est pas nécessaire en fait aujourd'hui d'apprendre à coder en fait l'informatique, mais à décoder en fait le monde. Et à vos enfants, vous dites, n'oubliez pas en fait de vous cultiver, n'oubliez pas en fait les humanités, parce que les enjeux en fait sont au niveau des humanités. Donc en fait, voilà, comment est-ce que l'on peut apporter une réponse, une régulation, et comment faire en sorte aussi que les hommes politiques eux-mêmes en fait se saisissent du débat? Il y a plusieurs questions en une. Je pense que la présence de Laurent parmi nous est d'une certaine manière l'hommage qui est rendu à la logique de la thématique aujourd'hui. Ouais, je dis ça sans vouloir revenir en arrière, ce qu'il a parfaitement exprimé de son sentiment qu'il n'y a pas de lien, en tout cas, sauf ténu. Bien au contraire, moi je crois que justement, la question, l'enjeu magnifique, le défi magnifique qui nous est posé, c'est de devenir encore davantage humain. Et je crois que qu'un arbre ait tendance à ramure, a besoin de racines de plus en plus profondes, nous devons aller puiser aux sources de notre humanité sans l'amputer de la question majeure du sens, la question qui fait de nous des hommes, parce que nous nous savons mortels et nous nous interrogeons sur le sens de notre vie. J'ai eu l'occasion de dire à Laurent dans une conversation téléphonique au-delà des convictions qu'il exprime, que je le vois comme un lanceur d'alerte spirituel. Parce que voilà un homme qui s'interroge sur l'avenir de l'humanité. Et nous aussi. Alors, il va falloir que nous puissions, à l'échelon de chacune de nos personnes, de nos familles, de nos groupes, de nos villages, des oasis de liberté par rapport à l'aliénation technologique. Vive la technologie, nous survivons tous grâce à la technologie, on se voit grâce à cela, on s'entend grâce à cela, mais il y a nécessité de plonger nos racines dans une quête de vraie liberté face à cette puissance aliénante de la technologie. J'ai été frappé par une tribune de Jacques Attali dans Sled.fr en janvier 2013 où il disait que nos revendications étaient anecdotiques, enfin, il parlait du mariage gay, mais il disait la question fondamentale, et c'est celle qui nous fait nous rencontrer, c'est définir et protéger le sanctuaire de notre identité. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Et je crois que beaucoup d'entre nous sommes reliés par une anthropologie fondée sur le rock, qui n'est pas un débat de milieu de gays, si vous me permettez cette expression, qui n'est pas un débat intermédiaire, mais qui est fondé sur le rock, avec des principes intangibles, l'accueil inconditionnel de tout être humain, sans qu'on s'autorise à le trier. Tout être humain naissant libre et égal en droit ne peut pas être un projet, ne peut pas être quelque chose qu'on trie et qu'on jette. Fondé sur l'altérité sexuelle comme issue de toute notre histoire anthropologique. Chacun d'entre nous avons été issus d'un homme et d'une femme, un et un seulement. Et effectivement, ce qui se passe en Grande-Bretagne, pour moi, est une très grave transgression de rompre la parité originelle de chacun d'entre nous avons été issus. Donc que nous puissions au moins faire des oasis de liberté, car les grands totalitarismes ou les grandes idéologies, aussi meurtrières soient-elles, et je crains que le transhumanisme soit déjà extrêmement meurtrier en termes d'embryons, elles ont disparu, en tout cas, ces idéologies du XXe siècle ont disparu avec les morts qu'elles ont coûtées, qui pensaient peut-être enterrer ce que certains appellent notre famille de pensée. Et donc, je crois que le transhumanisme, dans sa folie scientiste, toute puissante, passera par un retour au réel, par effectivement la découverte qu'il nous permet des fondamentaux de notre écologie humaine. Encore faut-il que nous puissions vivre, nous, de ces fondamentaux, ne cesser de les creuser et répondre, notamment, j'en aurais terminé là, à la nécessité de considérer tout être humain, et spécialement le plus vulnérable, comme l'archétype de l'humanité. Non pas une humanité toute puissante, mais une humanité vulnérable et fragile. Et donc, cette vulnérabilité, qui est une des marques de notre humanité, c'est elle qui nous rend interdépendants et solidaires. C'est cette fragilité qui nous appelle à nous relier et à nous aimer, ce qui est quand même, je pense, le sens profond de toute existence. Laurent Alexandre,
Laurent Alexandre, pas d'autres questions, mais justement, en fait, sur cette façon dont on peut alerter, ou en tout cas éveiller l'éveil, en fait, éveiller l'attention des hommes politiques sur ces questions-là, et comment est-ce que l'on peut tenter d'éviter effectivement les dérives en fait que vous avez décrites vous-même. Vous avez le mot de la fin. Je crois qu'il faut défendre nos valeurs. Et nos valeurs dépassent la religion. Beaucoup d'entre vous ici sont issus de la sensibilité chrétienne. Pas tous, mais beaucoup. Personnellement, je suis athée. Mais en même temps, je suis bouleversé par le Nouveau Testament, qui est un livre exceptionnel de puissance et qui défend un message que je trouve, en tant qu'athée, tout à fait extraordinaire. Et je pense qu'on apprécie mieux le Nouveau Testament quand on ne croit ni en Dieu ni en Jésus-Christ que quand on croit. Car on est centré sur le message et pas sur la religion. Je pense qu'il y a dans les grandes valeurs universelles de notre société de quoi encadrer, qu'on soit croyant ou qu'on soit athée, de quoi encadrer la technologie. Nous avons effectivement un toboggan transgressif lié à la technologie. Il faudra l'encadrer, c'est une certitude. La difficulté n'est pas de trouver un corpus juridique pour l'encadrer. La difficulté, c'est d'avoir un champ de valeurs nous permettant de déterminer ce qui est pour nous intangible dans la dignité humaine. Je partage profondément les valeurs du Nouveau Testament portées par Tudéal, même s'il n'a pas parlé religion, et je me permets moi de parler religion parce que justement, je ne suis pas croyant. Ce socle de valeurs, il est fondamental à mes yeux. Mais ce socle de valeurs ne permet pas de savoir facilement ce qu'il faut faire face à la révolution technologique qui est la nôtre. Il y a une dialectique très compliquée entre les valeurs et ce qu'il faut faire de la technologie. Et avec les mêmes valeurs, on peut faire de la thérapie génique pour sauver un enfant leucémique, ou on peut laisser mourir l'enfant leucémique sans lui faire de thérapie génique. Avec les mêmes valeurs, on peut décider de faire de l'augmentation cérébrale quand la technologie sera au point, pour permettre à tout le monde de survivre dans un monde où l'intelligence artificielle va être tout puissante. Et avec les mêmes valeurs, on peut considérer que le cerveau est un sanctuaire et qu'il ne faut pas toucher à l'âme et à la conscience par les neurotechnologies. La difficulté n'est pas le choix des valeurs. La difficulté, c'est de savoir ce que nous devons faire avec ces valeurs et ce que sera la définition de l'humanité demain. Et avec les mêmes valeurs, nous pouvons construire deux hommes différents à l'horizon de la fin du siècle. Je vous remercie. Je crois franchement que vous pouvez faire en fait une ovation à nos deux intervenants, les remercier en fait. Je crois que vraiment, au-delà en fait de la qualité de l'argumentation, au-delà de l'échange, il faut saluer en fait le respect avec lequel en fait les deux ont débattu. Et je crois que franchement, ils nous ont donné en fait une leçon. On a pris le temps en fait de débattre dans un cénacle qui est celui en fait de la Manif pour tous, de débats qui engagent la société pour un siècle, 2 siècles en fait, comme a dit Laurent Alexandre lui-même, et au-delà. Donc, merci encore à tous les deux.